Saoudi. Et nous sommes ce matin, chers auditeurs, avec notre invité, Moussa Jlouli, qui est expert judiciaire, mais qui est expert sur ces questions d'arbitrage et de médiation. Et nous évoquons tout spécifiquement l'arbitrage ce matin. Bonjour, Moussa Jlouli. Oui, bonjour Badr, bonjour chers auditeurs et auditrices. Il y a toujours des invités qui privilégient les tenues estivales. Ça se voit généralement aux couleurs plus vives, plus claires. Bon, c'est le cas de Moussa Jlouli ce matin. Couleur estivale. Oui, bon, il y en a qui ont un peu plus de tenue que la chemise hawaïenne. Je le précise parce que nous sommes filmés ce matin, mais je le disais, en ce qui concerne l'arbitrage, on fait tout le temps des arbitrages dans la vie, mais quand on parle d'arbitrage en ce qui concerne effectivement cette notion qu'on aurait d'envisager de trancher des conflits ou des confrontations d'une façon alternative au mode classique judiciaire, la première qu'on peut se poser, c'est d'abord pour quel cas de figure c'est utile et pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on envisagerait des modes alternatifs alors qu'il y a sur le terrain effectivement des modalités pratiques ? Et surtout aussi, qui aura cette dure mission que de trancher potentiellement des conflits entre deux entreprises, entre deux individus et entre deux cas de figure, tout simplement. Il y a nécessité de voir effectivement dans quelle mesure l'un peut avoir effectivement gain de cause d'une certaine façon. Bien, bon, pour introduire le sujet, moi je souhaiterais quand même étaler les modes alternatifs de résolution de conflits. Et donc pratiquement ils sont au nombre de 5. En gros, il y a la justice étatique, qui est un mode classique, et donc ça a été toujours accompagné les États souverains. En parallèle, il y a les modes amiables, et en premier, il y a l'arbitrage. En second lieu, il y a la médiation conventionnelle. Après, il y a la négociation. Et puis, vous avez la conciliation. Oui. Donc, tous ces modes-là, chaque mode a un mode de fonctionnement. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'arbitrage. Sur l'arbitrage, qui est un mode quand même cartésien, qui est un mode procédural, et donc qui obéit à des règles. En plus de ça, il est encadré par une loi, la loi 95-17, relative à la médiation conventionnelle et à l'arbitrage interne et international. Alors pourquoi on fait recours à ce mode ? Je pense qu'il y avait un sixième mode de résolution. Lequel ? Quand on discute avec une personne avec laquelle on est en désaccord, il n'est pas interdit d'envisager de trouver des solutions indépendamment d'un cadre. Oui, c'est la négociation. C'est la négociation. C'est direct. Tout court, c'est direct. Sans intermédiaire. Oui, c'est peut-être même la modalité privilégiée c'est la première. dans notre pays. Moussa Jlouli. Bon, effectivement, dans le business, entre hommes d'affaires, on commence toujours par négocier, par se mettre autour d'une table, même si on a un différend sur un montant, sur une créance, sur ceci ou cela. Oui. C'est un problème de livraison, de qualité, de prix, etc. Oui. Donc quand même, perdre un client ou un fournisseur, aujourd'hui, ça coûte très très cher. Et donc l'idée, c'est de se mettre autour d'une table pour trouver une solution qui pérennise les relations commerciales. Et donc, il n'y a pas mieux que la négociation. Bon, une chance sur deux, la négociation, donc, il voit l'échec. Pour des raisons multiples, parce que chacun a son ego, chacun tient à sa position. Et c'est d'expérience, Moussa Jlouli. Voilà, et on est dans les positions. Oui. Alors maintenant, le médiateur, le conciliateur, donc, fait déplacer les belligérants de la position à l'intérêt. Et donc ce passage, comme ça, un certain nombre d'outils utilisés par le médiateur ou le conciliateur pour quand même définir les besoins, définir les intérêts de tout un chacun, et puis les ramener à la raison pour trouver une solution acceptable. Bon, ça c'est les modes pratiquement amiables. Et on dit toujours, sachons raison garder. Eh oui. Mais bon. Alors maintenant, l'arbitrage, c'est autre chose. Ce ne sont pas les parties qui prennent une décision elles-mêmes, ce sont les arbitres ou l'arbitre qui prend une décision en place et lieu des parties. Parce qu'ils sont incapables de régler leurs problèmes, qui s'adressent à un tiers. Et ce tiers doit être impartial, neutre et
confidentiel. Oui, et s'il y en a plusieurs, il faut qu'ils soient en nombre impair, quoi. Sans quoi Voilà. on risquerait de tomber dans l'indécision. Avant, c'était C'est pour ça un qu'on nombre parle de pair. justice privée. Effectivement, c'est une justice privée qui marche en parallèle avec la justice étatique. Alors maintenant, pourquoi on va vers l'arbitrage et on ne va pas forcément vers autre mode, la justice publique ou la médiation. Il y a un certain nombre d'avantages que je vais essayer de citer rapidement. Il y a la rapidité, l'efficacité. Vous savez que l'arbitrage a une durée de vie. Donc la procédure d'arbitrage commence aujourd'hui. Le maximum, c'est 6 mois. Donc, au bout de 6 mois, le collège arbitral ou le tribunal arbitral est tenu de rendre une sentence définitive, sous peine d'une Il y responsabilité a civile. moins le risque que l'affaire traîne un certain nombre d'années. Parce que c'est une durée limitée, quoi qu'il arrive, la décision sera prise. Il peut inconvenir aux uns et aux autres, mais il y aura une décision qui est prise dans le délai qu'on vient d'entendre, de 6 mois. Dans le délai légal, c'est un Oui, délai prévu par le législateur. Pas uniquement le législateur marocain, mais le législateur international. Parce que quand même, il ne faut pas oublier que l'arbitrage s'inscrit dans la mondialisation avant que la mondialisation s'installe. L'arbitrage existe au Maroc depuis 1913, depuis le protectorat français, et donc dans le code des obligations et contrats, donc nous avons l'arbitrage qui était prévu. Bon, en dehors de cela, nous avons une culture de conciliation dans les tribus, dans les douars, dans les régions, à Fès, dans le sud, au Sousse, à Marrakech, etc. Donc il y avait les caïds, il y avait c'était l'arbitre. les sages, oui, qui rendaient des sentences, mais ce n'était pas encadré. Donc ils avaient une légitimité, je dirais, populaire. Oui, Populaire, donc il est reconnu en tant qu'arbitre, et puis sa sentence verbale faisait Oui. loi. Faisait loi et s'appliquait. Alors maintenant, quelques avantages de l'arbitrage, surtout dans le business, dans le commerce, ce qu'on appelle l'arbitrage commercial. oui. Et donc il y a le gain de temps. Oui, on va y venir effectivement à cet aspect-là pour la raison que majoritairement on parle d'arbitrage lorsqu'il y a souvent ce qu'on peut observer dans la pratique de grandes entreprises internationales qui ont des difficultés avec certains de leurs fournisseurs, avec certaines des entreprises marocaines. Effectivement, souvent il y a des clauses d'arbitrage en amont, mais la question est de savoir aussi dans quelle mesure ça peut être intéressant, y compris dans d'autres cadres, notamment en matière commerciale. On va faire un petit zing puisqu'on va se retrouver après la respiration musicale. Et bien entendu, nous resterons ouverts à l'échange. Si vous avez des témoignages ou des questions à nous soumettre ce matin, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Atlantique Radio. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Et nous reprenons le fil conducteur de notre émission avec notre invité Moussa Jlouli, qui est expert sur ces questions d'arbitrage, sur ces questions de médiation. Et pour reprendre le fil conducteur de notre émission, ce matin, nous évoquions tout spécifiquement l'arbitrage en matière commerciale. Et il est intéressant de savoir, Moussa Jlouli, dans quel cas typiquement c'est une option pour trancher les conflits qui est recommandée, Moussa Jlouli, en ce qui concerne effectivement l'arbitrage commercial. Dans quel cas c'est judicieux? J'imagine qu'on disait que il y a des cas où le temps peut faire perdre des sommes colossales, notamment dans certains secteurs comme le bâtiment, la construction. Et par conséquent, j'imagine que ce sont spécifiquement des domaines où l'argument du gain de temps effectivement est extrêmement convaincant. Effectivement, c'est Badr, l'arbitrage, c'est un mode très opportun en matière commerciale et d'investissement. Et donc, si les multinationales, si les investisseurs étrangers, que ce soit au Maroc ou ailleurs, optent pour ce mode de résolution des conflits, c'est parce qu'il y a des avantages indéniables. Entre autres, on a parlé de la gestion du temps, et le temps c'est de l'argent toujours. Et puis, on n'a pas parlé d'autre chose plus importante, c'est que les parties en conflit ont la latitude de choisir leur juge. Et ça n'existe pas dans le jugement, dans les tribunaux étatiques, on ne peut pas choisir un magistrat. Donc, vous initiez un procès contre une société, et donc
ne connaissez pas le tribunal, ni les juges, etc. Ça va tomber entre les mains de qui? Alors qu'en arbitrage, vous avez cette possibilité de choisir librement votre arbitre. Et l'autre partie a cette possibilité de choisir son arbitre. On appelle communément les co-arbitres. Et les deux arbitres choisissent un troisième arbitre qui va présider le collège arbitral. Donc déjà, il y a un signal de confiance. C'est-à-dire, les personnes qui vont prononcer un jugement, donc ils sont choisis selon des critères, selon un cahier de charge, selon un certain nombre de conditions, Oui, censément, de professionnalisme. le juge étatique, il a passé des diplômes, il est censé, Lui théoriquement... aussi, il a une compétence Voilà, juridique indéniable. mais Il oui. est bon pour un certain nombre de choses en matière pénale, en matière délictuelle, en matière correctionnelle. Non, mais c'est certain que familial. l'arbitrage, c'est pas quelque chose pour lequel on peut opter pour résoudre des problèmes ou des difficultés ou des conflits. Tous azimuts, c'est quelque chose de circonscrit par la loi. Mais restons sur l'arbitrage en matière commerciale, Moussa Jlouli. Non, mais j'entends, parce qu'il y a beaucoup de sous-textes, et c'est vrai, quand on a la possibilité, entre guillemets, de désigner des personnes ou spécialistes ou qui ont d'emblée la confiance, on va le dire de cette façon-là, c'est un argument qui n'est pas négligeable. C'est pour le coup indéniable. Alors, tu me donnes l'occasion pour parler d'une nouveauté introduite par la loi 95-17, promulguée en 2022. Aujourd'hui, nous avons la première fois au Maroc la liste des arbitres judiciaires. Donc, qui sont passés par un crible, par un grand oral. Et puis, donc, le ministère de la Justice a fait un effort colossal de sélectionner quand même quelque chose comme 293 magistrats privés ou arbitres dans plusieurs matières, en matière commerciale, en matière civile. Alors, il y a une liste. Il y a une liste aujourd'hui qui est officielle, qui va être soumise au président des tribunaux étatiques. Et cette liste va servir à beaucoup de choses. Entre autres, le président du tribunal étatique, chaque fois qu'il y a un problème dans la formation d'un tribunal arbitral pour statuer sur un sujet civil, commercial ou autre. On arrive difficilement à trouver l'arbitre pour trancher la question et ça peut faire perdre du temps. Donc on va se tourner vers la justice qui va en désigner, choisir quelques-uns parmi la liste. Parmi la liste qui sera disponible. Et je ne reviens pas sur les critères d'éligibilité à cette liste, etc. Ça se trouve dans le décret du ministre. Il y a un certain nombre, il y a la formation, le diplôme, bien sûr. Il y a le nombre d'années d'expérience en arbitrage. Et puis, il faut être de bonne moralité. Ah bah oui, une personne condamnée... Oui, donc un juge, il doit être exemplaire quand même. Il doit donner l'exemple. Comment il est clean, il est droit, il est juste, etc. Donc, il doit quand même répondre à un certain nombre de critères, je dirais, objectifs. Donc, c'est quelqu'un qui fait partie, c'est vrai, de la société, mais qui doit émerger, se distinguer par sa droiture. Et donc, tout cela fait que, il y a un test, un examen, je dirais, oral qui s'est passé très sérieux au niveau du ministère de la Justice et qui a dégagé sur un millier de candidats, donc quelque chose comme 293 exactement pour être précis, 293 arbitres aujourd'hui qui sont retenus dans la liste officielle du ministère de la Justice. C'est pour éviter les blocages. Voilà. Éviter les blocages, c'est-à-dire une partie doit trouver un arbitre, une autre partie doit trouver un arbitre, les deux trouvent un arbitre, entre guillemets, qui leur semble, disons, correspondant aux critères de confiance qu'ils estiment nécessaires. Et puis, des fois, la difficulté, c'est de trouver un troisième. Voilà. Pas uniquement à cette occasion, mais à l'occasion, peut-être que moi, j'ai un conflit avec vous dans un litige commercial. Je désigne mon arbitre. Donc, c'est la clause compromissoire qui le dit, les modes de désignation. Et je vous invite, dans un délai de 15 jours, de désigner le vôtre. Vous traînez des pieds parce que vous sentez que vous avez tort. Oui, vous êtes notifié valablement, et puis vous ne faites rien. Vous faites rien. Alors que moi, je perds des sous, je perds du temps, etc. Oui, mais la personne sait que c'est en ma défaveur, donc elle traîne des pieds. Alors, je ne vais pas rester comme ça. Il faut que je m'adresse à une juridiction donc pour mettre de l'ordre
dans cette, pour Pour faire imposer, parce que pour faire effectivement, respecter la on Convention. dit la justice d'État, l'État il a un bras armé, il a la possibilité de faire exécuter Pas faire des peines. exécuter, mais pour faire respecter la Convention. La volonté des parties. Donc le tribunal étatique, le président, en la personne du président, donc, le tribunal compétent, civil, commercial ou administratif, donc il est là, parmi les missions qu'il a. Mm. Donc c'est de faire respecter la volonté des parties. Et donc le président, il peut donc désigner un arbitre en place Oui. et lieu de la partie défaillante. Donc là, c'est ce qu'on vient de dire Moussa Jlouli, c'est effectivement un argument, un changement qui est de nature à ce qu'il y ait moins de blocage dans ces procédures d'arbitrage telles qu'on a pu les constater. Mais ma question initiale, Moussa Jlouli, elle concerne, disons, les cas où effectivement ces procédures d'arbitrage sont à recommander, où on ne sait pas toujours que ce peut être une solution idéale ou disons qui présente moins d'inconvénients que la justice d'État, mais comme on l'a pas organisé dès le départ, comme on n'a pas effectivement toujours signé au niveau contractuel des engagements permettant le recours à ce type de solutions en amont, Moussa Jlouli, effectivement, lorsqu'il y a le conflit, on va se tourner naturellement vers la justice étatique. Mais dans quel cas de figure précisément? Est-ce qu'il y a des secteurs où il serait plus judicieux, entre guillemets, de recourir à ces procédures d'arbitrage? Est-ce qu'il y a des situations qui sont en lien aussi avec la taille des entreprises, avec le fait que certaines entreprises aient leur siège à l'étranger? Quelles sont les situations où l'on recommande de façon claire et nette le recours à ce type de procédure? Alors, en matière commerciale, donc, je ne vais pas aborder les sujets à caractère administratif ou civil parce que, bon, rien que la copropriété, Ah, donc, bah, c'est un chantier. C'est un chantier. Donc, et je vous apprends rien. Donc, vous recevez ici des experts en copropriété, des notaires, des confrères, etc. Et donc, je suis un petit peu votre émission. Il y a manger à boire. ah bah, Il y a manger à boire. Et puis, c'est un problème. Malgré les amendements, malgré les efforts qui se font au niveau du ministère de la Justice pour améliorer les textes, etc. Donc, il y a toujours des problèmes récurrents. Alors maintenant, quand est-ce que l'arbitrage est opportun et dans quelles circonstances? D'abord, en matière commerciale, vous savez que le temps de l'entreprise n'est pas forcément le temps de la justice. ah, c'est... Oui, Donc le calcul n'est pas le même. ah ben, oui, Le ça, mode de c'est le cas de le calcul, dire, oui. le mode de calcul n'est pas le même et ce n'est pas négatif. La justice étatique, elle est faite pour tourner lentement. Hein, compte tenu du nombre de magistrats, hein, compte tenu du nombre important d'affaires en circulation, compte tenu des juridictions, des degrés de juridiction, Ah oui, hein, il y a de l'appel, la cour de cassation. première et- instance, oui. l'appel, cour de cassation, retour à l'appel, et puis donc expertise, contre-expertise. Donc tout cela, donc, le temps, c'est de l'argent. Hein. Le temps, c'est de l'argent. Bon, maintenant, c'est l'une des raisons, des motivations qui font que les entreprises, Donc le premier optent. argument, c'est le temps. Bon, ça, C'est je ça. voulais. Bon, on m'indique à la régie qu'il y a un auditeur qui souhaite prendre la parole. Si Hamid qui nous contacte de Casablanca, je cède immédiatement la parole et nous resterons bien entendu Voilà. joignables jusqu'à midi. Si vous avez des questions ou des avis, vous pourrez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Mais je vous cède immédiatement la parole, si Hamid. Bonjour à vous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, si Hamid. Voilà, donc je suis un prestataire de services dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mhm. J'ai conclu un contrat de prestation avec un cabinet qui avait réussi à avoir un marché dans le cadre de l'entrepreneuriat. Oui. Et la mission s'est déroulée comme c'est prévu. Et j'étais le chef de mission. Et voilà, il s'est avéré que le client, donneur d'ordre, ne veut pas payer au cabinet de Casablanca. C'est-à-dire le prestataire de service qui a le marché, si vous voulez.
Et j'interviens en tant que sous-traitant de ce Oui. cabinet. Voilà. Alors le problème, c'est que ce cabinet qui est donc titulaire de ce marché refuse de me payer. Et j'ai un contrat avec ce cabinet qui intègre une clause comme quoi, en cas de conflit, je n'ai pas le droit de recourir à la justice. C'est-à-dire que je dois trouver une solution avec le cabinet par voie d'entente mutuelle, si vous voulez. Ah bon, c'est quand même assez sidérant. Bon, est-ce que C'est ça. c'est pas considéré comme étant une clause abusive, Moussa Jlouli? Voilà. Et moi, je suis sûr qu'il ne va pas me payer et que. Bah oui. Mais vous qu'il va avez fait une traîner. prestation et vous n'êtes pas Et j'ai fait une payé, mais prestation, vous êtes j'ai engagé terminé ma à mission, voilà. ne rien réclamer au Voilà. niveau de la justice étatique. Bon. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas comment procéder maintenant qu'on va justement être. Mais est-ce que vous avez la conflit, c'est certitude sûr. que l'entreprise en question n'a pas été payée pour la prestation? Parce que franchement, mettre des clauses comme celle que vous venez de dire, c'est de nature à éveiller la suspicion. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Alors, Prémédité. oui, parce que ouais, voilà, si vous vous engagez à ne jamais rien réclamer au niveau de la justice et que vous avez signé cette clause, effectivement, on peut vous dire tout et n'importe quoi. Donc, Oui, c'est ça exactement. Quelle est la légalité de cette clause? oui. Bah, moi, Parce qu'il va faire traîner jusqu'à. Et c'est déjà, on est là. oui, Il va on vous faire dira traîner les choses. qu'il n'a pas été payé et chargez-vous voilà. de prendre Voilà. votre mal en patience. Donc, Moussa Voilà. Jlouli, est-ce que c'est une clause raisonnable ou qu'il est possible de contester? Bon, c'est Hamid, bonjour. Bonjour, Philippe. Alors, nous sommes en train de discuter de l'arbitrage, Oui. mais vous avez un autre souci que celui du recouvrement d'une créance. C'est tout à fait exact. Voilà, donc l'une des clauses stipule que vous n'avez pas le droit d'ester en justice, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est une clause qui est réputée non écrite, parce qu'on ne peut pas prévoir quelque chose autorisé par la loi. Vous avez des droits, vous avez des obligations. Bon, c'est vrai, vous allez me dire que j'ai signé, j'ai peur, etc. Mais vous avez signé parce que vous avez besoin de ce marché. C'est ça, parce que j'étais en position de faiblesse, en fait. Voilà, parce que vous je Ah voulais oui. travailler, moi. Exactement. Donc, sachez que vous êtes protégé par la loi et vous avez toute la latitude d'aller voir votre avocat qui va initier une action en justice, en recouvrement. Bon, je ne vous le conseille pas parce qu'il faut quand même préserver les relations commerciales avec mais le avec cabinet ça- qui vous a Oui, mais avec engagé. mais avec certains clients qui Mais méritent. commencez par une médiation. Commencez par une médiation. Envoyez un courrier au cabinet qui vous a confié cette mission et proposez d'aller en médiation. Et vous avez quand même 75% de chances de trouver une Oui, solution parce que confidentielle et à l'amiable. si un médiateur est, impartial, il va Oui. simplement dire que c'est un engagement qui est nul et non avenu et qui va essayer de plaider de façon juste, entre guillemets, ce cas de figure. Et il va proposer peut-être un délai pour que ce cabinet soit payé, pour qu'on puisse trouver une porte de sortie honorable pour tout un chacun. C'est bien ça le... Non, Ah, le médiateur ne juge de rien. Oui, mais Ne juge de rien, donc c'est pas Mais il va un proposer. magistrat, c'est pas un avocat. oui. Donc il va quand même rapprocher les points de vue. Ah. Mais au moins, vous aurez l'occasion de comprendre ce qui se passe. Parce que là, j'imagine que le dialogue maintenant est rompu. Tout à fait. Voilà, donc il n'y a plus de dialogue. Et donc la mission principale d'un médiateur, c'est rétablir le dialogue. Ben oui. En tout cas, vous pouvez nommer un médiateur qui va essayer de rétablir le dialogue. Si de l'autre côté, ça marche pas, on dit il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut t'entendre, Moussa Jlouli. Voilà. Et c'est ce qu'on a vu dans la copropriété. Quelqu'un qui ne paye pas sa charge de copropriété, vous l'invitez à une médiation, il vient jamais. Donc vous Donc, pouvez essayer. J'allais vous proposer Oui. une négociation, mais comme le dialogue est rompu, c'est un peu compliqué de négocier avec quelqu'un qui ne vous répond même pas au téléphone. Ah bah, Bon, mais vous êtes obligé de passer par un tiers impartial et neutre, donc qui va l'inviter. Mais encore faut-il qu'elle accepte la médiation. oui, il peut, Ah oui, Ah oui, ça, mais- c'est absolument. Et il peut accepter, mais il peut refuser. Et s'il refuse, S'il refuse, donc vous avez montré au moins la bonne foi pour la justice, Oui. comme quand vous avez fait le premier pas surtout que ça va vous à coûter trouver moins une cher. solution amiable, quitte à couper la poire.
C'est ça. Ouais. Je ne force pas à trouver une solution comme ça, mais à ouvrir le débat Un dialogue. sur les difficultés que votre... Cabinet peut rencontrer par ailleurs. Donc, voilà, si vous souhaitez. Oui. Mais en résumé, pour répondre à votre question, bon, la dernière cartouche, c'est d'aller vers la justice et rien ne vous interdit à le faire. Oui, d'autant que la clause que vous avez citée, franchement, Non, c'est une clause léonine. ouais, une clause léonine. Bon, c'était quand même assez absurde. On vous dit, vous pourrez rien contester et on vous paye pas. Donc vous imaginez l'état C'est d'esprit dans contre lequel nature. vous... Mais c'est ridicule. Non, c'est contre nature. C'est quand même assez C'était incroyable. pas prévu au départ, c'est ça le problème. Bah oui, bah vous, de votre côté, vous n'allez pas vous dire nécessairement que les personnes qui vous proposent du travail sont de mauvaise foi. Et ça, c'est tout naturel. Mais lorsque le cas échéant, il démontre qu'il n'était pas nécessairement de bonne foi, effectivement, il faut se défendre dans la vie. Alors, Oui. alors, l'occasion me présente pour Hamid pour dire que bon, au moment de la rédaction d'un contrat, bon, les gens discutent de tout, des prix, des délais, etc., des livrables, Oui. mais ils oublient très souvent de discuter des modes de résolution des conflits. Exactement. Voilà. Exactement. Et donc c'est ce qu'on appelle les clauses de minuit. Oui. Oui. Bon, mais là, quand on se fait pas payer, c'est minuit moins une. Il est 10h54. On est un peu... Je vous remercie, Si Hamid, d'avoir pris la parole, en tout cas d'avoir soumis votre cas. Nous resterons bien entendu ouverts à l'échange. Ce matin, nous parlons... Bon courage. Et oui, bon courage, ça, c'est certain. Et nous parlons ce matin, pour ceux qui se joignent à l'émission, de l'arbitrage. Et nous resterons joignables jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Sur Atlantique Radio. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Eh bien, nous restons à l'antenne ce matin, pour ceux qui se joignent à l'émission, avec notre invité Moussa Jloli, qui est expert sur ces questions de médiation, sur ces questions d'arbitrage, mais pas que. Mais cela dit, pour ce qui est de l'arbitrage, effectivement, c'est quelque chose de très encadré, parce qu'on s'y engage quelquefois en amont, et quand on s'y engage, c'est par écrit. Et en ce sens, on va définir des clauses. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est que quelquefois, les clauses sur lesquelles on s'engage peuvent être léonines, Moussa Jloli. En matière d'arbitrage, c'est un peu plus délicat. C'est effectivement plus difficile pour la raison qu'on peut imaginer. Comme il y a du contradictoire, chacun va essayer de défendre ses intérêts de sorte à ce que si le conflit apparaît, on puisse imaginer ne pas être lésé par ce type de recours. Moussa Jloli. Alors, le fonctionnement de l'arbitrage, c'est exactement la même chose que dans un tribunal étatique. La seule différence, c'est que ça se passe à huis clos. Et donc, il y a la confidentialité qui distingue l'arbitrage d'un jugement étatique. Oui. Et donc, ce n'est pas public. Ce n'est pas public. Et donc, il y a un moment où, depuis la formation du tribunal arbitral, quand le tribunal arbitral est formé valablement, donc il commence à instruire la cause. Donc, il y a des mesures d'instruction, il y a un certain nombre de mesures, y compris l'expertise, y compris donc les plaidoiries, y compris donc les échanges de requêtes de mémoire et des écritures. Donc il y a un formalisme, il y a des délais, etc. Il y a un calendrier prévisionnel de la procédure arbitrale. Et donc, pour respecter les délais, il faut mettre toutes ses chances de son côté. Voilà. En termes d'organisation. Voilà. Et oui. donc le tribunal arbitral, c'est le gardien du temps. Le tribunal arbitral. J'ai cru entendre le gardien du temple. Non, du temps. Avec S à la c'est fin. Le gardien du temple, oui. Donc, il est responsable de la gestion du temps, et parce que tout dépassement expose la sentence arbitrale à la nullité. Si on dépasse le délai conventionnel d'une demi-journée, donc la sentence arbitrale ne vaut rien du tout. C'est très clair. Il faut qu'on le sache une fois pour toutes, parce que c'est très sévère. Oui. Et donc, les délais, c'est la volonté. Heureusement qu'on ne l'est pas tout autant à la régie, Moussa Jloli. Hein? Heureusement qu'on ne l'est pas tout autant. Il y a un auditeur qui nous a appelé, mais je sais que beaucoup d'explications sont à partager. Et on a pris l'engagement de reprogrammer une émission pour essayer de partager des explications en deux temps, parce que là, il y a l'arbitrage et la médiation, pour ceux qui resteraient un peu sur leur faim. Mais comme il y a des auditeurs qui nous contactent, on va essayer de raccourcir les respirations musicales et on donne la parole à Siab Ila qui nous contacte, d'après ce qu'on me dit, de Mohamedi ce matin. Bonjour à vous, cher auditeur. Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour à l'expert Jloli. Bonjour, Siab Ila. Je remercie Atlantique d'avoir organisé cette émission importante.
Je remercie aussi l'expert Sijloli de nous avoir éclairci sur ce sujet, qui est méconnu quand même. J'ai une question à poser à Sijloli. Excusez-moi là. Alors, est-ce que dans le cadre international, le commerce international, votre institution d'arbitrage est connue à l'échelle internationale? C'est-à-dire, j'ai un problème, moi, avec une société internationale dans laquelle je le représente ici au Maroc. Oui. Et en cas de conflit, est-ce que, c'est-à-dire quand je désigne un arbitrage au Maroc, automatiquement, mon conseiller peut demander à la société étrangère de désigner à l'étranger un arbitre. Et c'est ça, d'une manière générale, est-ce que l'instance au Maroc est reconnue à l'échelle internationale? Voilà. C'est une très très bonne question. Sabila. Donc, oui, c'est les questions de forme, effectivement, vont intéresser tous ceux qui... C'est une question pertinente. Bonjour Sabila. Bonjour, c'est Jlouli. Donc je vais essayer de reformuler votre question. Donc vous avez un contrat qui vous lie avec un fournisseur ou un client à l'international. Exact. Et dans ce contrat, vous avez prévu de résoudre les litiges potentiels par l'arbitrage, c'est ça? Bon, c'est pas indiqué dans le contrat, mais je me pose la question, en cas du conflit, est-ce que j'ai le droit de aller à une instance internationale? Dans ce cas-là, votre organisation devrait être reconnue à l'échelle internationale, en Europe ou aux États-Unis, ou je ne sais pas. Est-ce que vous avez travaillé dans ce contexte? Avant de vous répondre sur cette question, pour aller vers l'arbitrage, il faut absolument que ça soit prévu dans le contrat. Si ce n'est pas prévu, vous avez toujours la possibilité de faire ce qu'on appelle un compromis d'arbitrage. C'est un avenant au contrat par lequel les deux parties choisissent de résoudre un problème par l'arbitrage. Mais la question qui se pose, est-ce que lorsqu'il y a le conflit qui apparaît, est-ce qu'on peut se mettre d'accord au moment de l'apparition du conflit qu'on va recourir à une procédure d'arbitrage? À tout moment. Même devant la justice publique. On peut demander au juge public de surseoir et de... Passer par l'arbitrage. Ah oui, passer par l'arbitrage. Et donc, il y a arrêt immédiatement. Donc, c'est la volonté des parties. Donc, les deux parties le comprennent. Alors maintenant, pour répondre à la deuxième tranche de votre question sur la reconnaissance internationale de l'institution. Oui. Oui. Quand vous choisissez un arbitre, vous avez toute la possibilité. Et ça, c'est parmi les avantages de l'arbitrage. Vous-même, la question vous était adressée même nommément. Vous avez pu arbitrer des conflits apparents entre des sociétés marocaines et des sociétés étrangères, et sans difficulté. Non, l'arbitre marocain, il est appelé, que ce soit pour régler des arbitrages marocains ou entre un acteur économique marocain et un acteur étranger. Oui. Non, mais le sous-texte, c'est que des fois, on a recours à des arbitres qu'on ramène de l'étranger. Effectivement, il faut payer les billets d'avion et c'est des frais supplémentaires. J'imagine que c'est un peu ça le sous-texte de la question. Il s'interroge sur la légitimité de l'institution marocaine et sa reconnaissance à l'international. Oui. Alors maintenant, demain, vous désignez votre arbitre marocain. L'autre partie va désigner son arbitre dans un autre pays qui n'est pas le Maroc. Ça devient un arbitrage d'abord international. Parce qu'il y a deux nations, il y a deux lois. D'accord ? Les deux arbitres vont désigner un troisième arbitre qui va présider le collège arbitral. Au bout d'un certain temps, maximum 6 mois, ils vont prononcer un jugement, une sentence arbitrale. Et donc, si vous gagnez le procès, donc vous allez l'exéquaturer et vous allez l'exécuter donc au lieu du siège de votre partenaire à l'étranger. Parce que l'exécution se fait donc au lieu du siège de la partie qui a perdu le procès. Ah d'accord. Comme ça, vous faites des saisies sur le compte. Vous prenez les mesures que vous devez prendre. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question, Sabila ? Mais sachez qu'une sentence rendue au Maroc, elle est reconnue de par la Convention de Washington, par la Convention de New York, sur l'exéquature. Donc le Maroc est signataire depuis 1961 de la reconnaissance des sentences arbitrales rendues à l'étranger.
Je crois que la réponse est exhaustive, mais je ne sais pas, je ne suis pas certain que l'auditeur n'ait pas d'autres aspects sur S'il lesquels est il toujours à l'écoute, souhaiterait nous interroger. Alors, Siab, et là, je me retourne vers vous. Si vous êtes encore avec nous à l'antenne. J'écoute toujours. Donc la réponse, il est clair. Si l'instance d'arbitrage au Maroc est reconnue à l'échelle internationale, donc c'est très important. Parce que moi, j'ai vécu une expérience dans laquelle j'étais dessus. Je représentais une société italienne ici au Maroc. Mhm. Et ils ont rompu sans aucune préalable le contrat et sans indemnité. D'accord. Oui. Quand j'ai désigné un avocat, à l'époque, il y avait pas, je ne savais pas qu'il y ait une instance d'arbitrage. J'ai même désigné un avocat pour les poursuivre, mais on a trouvé des difficultés pour les poursuivre en Italie. Donc, sous prétexte que la loi italienne ne correspond pas au commerce au Maroc, et nous avons bien désigné dans le contrat qu'en cas de conflit, on a recours au tribunal de Casablanca. Mais malgré ça, ils n'ont pas reconnu ça, donc on était obligé de céder l'affaire. Oui. C'est pour ça que c'est dans ce sens que je pose la question. Ah, mais je comprends. Oui. La reconnaissance au niveau international de l'instance est très important. En cas de conflit à l'étranger, est-ce que l'instance a le droit d'exiger au niveau international, par exemple en Italie ou en France, je ne sais pas quel pays, Oui. que la société étrangère désigne automatiquement c'est-à-dire un arbitre. Ah oui. C'est ça. Au Maroc, j'ai bien compris que la loi le permet, etc. Bon, mais à l'international, que faire? Et là, en matière d'arbitrage, vous savez qu'il y a une hiérarchie des lois. Le Maroc est lié par des conventions internationales. Et donc, après vient la loi nationale. La loi nationale qui régit l'arbitrage interne international, c'est la loi 95-17. Et nous sommes liés par la Convention de New York, donc ratifiée, Oui. reconnue par le Dans Maroc. la hiérarchie des lois, elle est 1961, supérieure qui aux lois nationales. reconnaît, Parce que c'est considéré comme étant un traité. voilà, un traité Oui. par lequel le Maroc reconnaît les sentences rendues à l'étranger. Et il y a une réciprocité. Les sentences rendues au Maroc, ils sont reconnus dans pratiquement 160 pays. Et donc, ils sont exécutables donc là où, sur le lieu de l'exécution, là où se trouve l'argent. Donc pour le cas qui vient d'être cité, il était convenu que s'il y avait un conflit, il devait être réglé au niveau du tribunal de commerce de Casablanca. La justice italienne a considéré que bon, cette clause est nulle et non avenue, que leurs lois du commerce ont d'autres règles et que cette clause, il n'était pas tenu de la respecter. La question était, je crois, en sous-texte de savoir quel débouché si on avait envisagé en amont peut-être des procédures d'arbitrage, parce que là, l'arbitrage n'était pas un engagement, n'était pas prévu. N'était pas prévu dans le contrat, et là, j'imagine que c'était donc la résolution des conflits. S'il y avait eu de l'arbitrage, est-ce qu'il y aurait eu un autre dénouement possible? C'est peut-être ça, la question principale. Donc, ça aurait ouvert d'autres horizons pour l'exécution. Oui. Bon, l'idée, c'est qu'avoir une sentence ou un jugement qui produit ses effets, récupérer la créance là où elle est. Si on n'est pas capable d'aller vers des solutions quand même qui ont un caractère international et qui sont exécutables et reconnues par un traité, ça ne sert à rien. Bon, maintenant, ça n'enlève en rien de la force jugée qui conférerait au jugement étatique. Un jugement étatique rendu par un tribunal Maroc. Oui. Donc, Mais la question, est-ce qu'il aurait eu gain de cause? S'il y avait eu un engagement de résolution, disons, d'un conflit par les procédures d'arbitrage, est-ce que, à ce moment-là, pour la situation qui serait identique, c'est plus facile? C'est plus facile. Oui, c'est plus facile parce qu'il y a une convention. Mais je n'entends pas, c'est certain, Moussa Jelouli. C'est plus facile, c'est certain. Non, c'est fluide parce que oui. Il y a une reconnaissance internationale. Quand vous passez par un cycle judiciaire, il faut avoir les accords judiciaires. Les accords judiciaires ne sont pas forcément les accords d'arbitrage. Parce que quand même, il y a l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui veille à ce que le commerce fonctionne. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une confiance. Et pour qu'il y ait une confiance, il faut qu'il y ait une exécution des sentences arbitrales. La justice italienne aurait été tenue d'exécuter L'Italie est signataire des accords de New York, de la Convention de New York.
Donc, je crois que dans ce sens, la réponse est affirmative. Et peut-être que... bon, avec le cas concret qui vient de nous être cité, je crois qu'on a vu un peu plus clair. Je ne sais pas si vous vouliez reprendre la parole. Merci. Merci, monsieur. Donc, la réponse est claire Je vous de en l'expert prie. Sijlouli. Marhaba. Tant qu'il y ait cette reconnaissance de l'accord New York, donc Tout à fait. je crois que l'instance au niveau, c'est-à-dire International. arbitrage, reconnue à l'échelle internationale. Maintenant, il faut toujours indiquer dans le contrat, un conseil, que le cas arbitrage, un article doit souligner le cas arbitrage dans les différents contrats. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. C'est bon nous qui courage. vous remercions et on comptait l'évoquer peut-être probablement dans une prochaine émission parce que en ce qui concerne l'arbitrage en matière commerciale, il y a beaucoup d'explications qui nous restent encore à partager. Cela dit, il y a aussi l'arbitrage qui est envisagé dans le cadre tout simplement du travail. En cas de licenciement, il y aura telles modalités qui seront prévues pour effectivement se séparer en cas de conflit, en cas de désaccord manifeste, Moussa Jlouli. Mais ça, c'est encore un autre chapitre sur lequel on pourrait revenir dans de prochaines émissions. Mais en ce qui concerne l'arbitrage commercial, on disait que l'argument principal, c'était le temps. Et l'argument aussi principal, c'est de savoir aussi dans quelle mesure la procédure peut être bien ficelée. Parce que on disait que certains trous, entre guillemets, ou certaines failles ont pu être comblées en prenant un certain nombre de mesures qu'on disait en début d'émission. Mais en ce qui concerne, disons, la fiabilité, ce ne sont pas toujours des procédures qui sont bien rodées, qui sont bien connues. Seulement des grandes entreprises ou seulement des multinationales qui ont pris ou qui privilégient davantage ce type de procédure et les inscrire entre guillemets au départ de la relation commerciale qu'elles envisagent avec certains partenaires. Bon, dans la pratique et dans les relations commerciales entre entreprises et inter-entreprises, le système est rodé. Donc les multinationales, les sociétés relativement organisées, quand même, ils sont bien conseillés, ils ont des avocats d'affaires, ils ont de bons notaires, etc., qui maîtrisent la rédaction des conventions d'arbitrage, que ce soit une clause ou un compromis d'arbitrage. Et donc, une mauvaise rédaction d'une convention d'arbitrage conduit fatalement les parties à un drame. Donc ils vont quand même, et là j'insiste sur la qualité de la rédaction, et ça fait partie quand même de la formation des arbitres que nous dispensons. Donc, quand même, la rédaction de la clause d'arbitrage dans un contrat commercial, elle revêt un caractère extrêmement intéressant et important en cas de naissance du litige. Parce que ça ne sert à rien de prévoir l'arbitrage ou la médiation ou même les tribunaux étatiques, alors que la clause de règlement des litiges est mal rédigée. Et ce qu'on appelle, on tombe fatalement dans ce qu'on appelle les clauses blanches ou les clauses pathologiques. Hein? Quand vous venez d'évoquer les clauses blanches, les causes pathologiques, bon, bien sûr que ça peut être de nature à... C'est médical. Mais bien. C'est un terme qui fait florès. On recevait un expert, si j'aime le nom que je salue ici même, des pathologies du bâtiment, les pathologies, en termes de médecine. Mais cela dit, si j'entends bien, si les choses sont mal ficelées, entre guillemets, les incidences peuvent être très grandes. Alors les erreurs communes ou les clauses blanches, il fallait donner des exemples par rapport à ceux qui envisageraient sérieusement ce type de procédure, parce qu'on essaie de faire œuvre utile dans cette émission, Moussa Jlouli. Le type d'erreur à éviter au moment de la rédaction, par exemple, d'une clause, et là je recommande à nos auditeurs qui sont intéressés pour régler leur litige à travers la médiation et l'arbitrage, de prendre des clauses types et de les adapter à leur situation, leurs besoins. Donc nous avons beaucoup de centres, le centre de médiation et d'arbitrage de Casablanca. Donc il a un règlement, et dans ce règlement, donc il y a des clauses types et il y a des compromis types. Bon, il faut juste s'en inspirer et puis les adapter à la situation. Alors maintenant, l'erreur à éviter, par exemple, entre autres, c'est dire que les parties conviennent de régler leur litige par l'arbitrage
ou la justice publique. Bah, le ou, il n'est pas exclusif en langue française, le contrairement à, oui, N'est pas très indiqué. au langage mathématique. On Oui. n'est pas dans Pas fort. la prose. On n'est pas. C'est vraiment ça coûte. C'est une clause malade. C'est une clause malade qui risque d'être annulée. Et donc et puis on se retrouve devant la justice étatique sans le vouloir. Alors que la volonté initiale, c'est d'aller vers un mode quand même confidentiel. Et ça fausse un petit peu le jeu. Et d'où l'intérêt de soigner de la rédaction. Bon, maintenant, les notaires sont vraiment les personnes indiquées pour rédiger de bonnes clauses compromissoires, que ce soit une clause ou un compromis d'arbitrage. Les avocats d'affaires également. Les juristes d'entreprise, d'une façon générale, ils sont rodés à rédiger de très bonnes conventions d'arbitrage ou de médiation. Mais parce que j'ai entendu, la confidentialité, c'était l'autre argument majeur. Bon, j'imagine dans le monde industriel, il s'agit de préserver ses secrets de façon, de façon très soignée, entre guillemets. Alors, 11h24, on va se retrouver pour la suite de notre émission. Elle se poursuit jusqu'à midi, mais nous resterons ouverts à l'échange. Si vous avez des questions ou des avis à faire entendre, n'hésitez pas à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité Moussa Jlouli, qui est expert sur ces questions d'arbitrage et de médiation. Nous sommes également avec une auditrice qui nous a contactés durant le flash d'information. C'est Madame Najia qui nous contacte, me semble-t-il, de Casablanca, et à laquelle on cède la parole. Bonjour à vous, chère auditrice. Alors, on va essayer de... Allô ? Ah, on a votre retour, Madame Najia. On est à votre écoute si vous avez des questions ou des avis. Oui, bonjour, M. Saoudi, bonjour, M. Jloli. Je tiens d'abord à vous remercier pour cette belle émission, également de ce sujet très, très important. Donc, les modes alternatifs, ce n'est plus approuvé. Donc, je travaille dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat et je suis médiatrice. Et puis, suite à cette émission, je suis de plus en plus convaincue par l'arbitrage. Donc, ma question s'adresse à M. Jloli en tant qu'arbitre. J'aimerais bien, et il a parlé tout à l'heure d'une formation. Où peut-on se former sur l'arbitrage au Maroc ? Et tout à l'heure, M. Jloli, vous avez parlé également d'une liste d'arbitres judiciaires. Pour y accéder, est-ce qu'il faut suivre une formation sur l'arbitrage ? Et si c'est le cas, où ? Est-ce que ça nécessite un minimum d'heures ou je ne sais pas, est-ce que c'est une formation professionnelle ? Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur comment peut-on devenir arbitre professionnel ? Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Mme Najia. Alors, les critères pour devenir arbitre, Moussa Jlouli. Enfin, une voix féminine. Bonjour, Madame Najia. Bonjour. Bonjour, donc je vais essayer de répondre à votre question. Ça va nécessiter toute une émission parce que former des arbitres, donc c'est quand même minimum 60 heures ou 40 heures. Oui. Donc on va le faire en 2 minutes. Ah. On va le faire en 2 minutes. Mais, oui. Alors sachez tout simplement, madame, que se présenter en tant qu'arbitre demande quand même une formation et une expérience. Et donc, il y a des prérequis qu'il faut avoir. Donc, le texte aujourd'hui, il est très clair. L'article 12, 13 et l'article 20 de la loi 95-17 donc, stipule que toute personne qui devrait se donner à l'exercice de la mission d'arbitrer doit figurer dans une liste tenue par le ministère de la Justice. Et donc, une des conditions, d'abord je vais parler des conditions et de la formation. Donc les conditions, d'abord une condition de diplôme, minimum une licence, un titre universitaire, et puis une formation spécifique en arbitrage. Donc, se former, c'est-à-dire avoir une licence en droit ou en littérature anglaise ou autre, ne veut pas dire que nous sommes sensibilisés à ce mode de règlement des litiges, parce que c'est procédural. Et donc cette procédure, c'est une technique. C'est une technique qui s'apprend. Alors 40 ou 60 heures, il y a des formations pratiquement, oui. Minimum c'est 30 heures. Minimum 30 heures. Bon, on va jusqu'à 100 heures pour la professionnalisation, mais le SMIC, c'est le SMIC entre guillemets. Oui, le minimum, c'est 30 heures pour connaître le fonctionnement, connaître le b.a.-ba
de Oui. la profession. Donc, on se forme, mais c'est pas pour autant qu'on aura le droit de figurer sur cette liste officielle. Ouais. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait 1000 cas qui étaient examinés, 293, si Voilà. mes souvenirs sont Donc- bons, ont été retenus. Donc il y avait des critères autres que ceux qui permettaient d'être arbitre. Alors maintenant, le critère le plus important, c'est d'avoir un minimum d'expérience. Oui, C'est quoi ce d'avoir minimum pratiqué d'expérience? des arbitrages. C'est-à-dire, voilà, pratiquer l'arbitrage en tant que mission habituelle, soit à titre personnel, individuel, hein, quand on est établi en tant que consultant, avocat ou autre, donc on est sollicité pour remplir la mission d'arbitre, Oui, ou à titre institutionnel, au sein d'une institution. oui. Donc, Comme des chambres de commerce, par voilà, exemple. chambre de commerce, on appartient à un centre de médiation d'arbitrage comme celui de Casablanca, et donc on figure dans la liste des arbitres ou des Oui, médiateurs. il y a plusieurs listes. Voilà, donc il y a plusieurs listes. Et à partir de là, il faut quand même accomplir 2 missions d'arbitrage, Minimum. minimum en tant que conseiller dans un collège arbitral ou présider un collège arbitral. D'accord? Et donc, aller jusqu'à rendre quand même une sentence arbitrale et pourquoi pas une sentence arbitrale exéquaturée. Ça veut dire que vous avez fait de la bonne qualité. Hein, vous avez rendu avec par perfection une sentence arbitrale. Donc, la formation, ça existe. Donc, notre cabinet est spécialisé dans la formation, on forme des arbitres à l'international, pas uniquement au Maroc, en Tunisie, en Europe, au Maroc, en Afrique. Et donc, nous recrutons pratiquement chaque année une quarantaine ou une cinquantaine d'arbitres marocains et non marocains pour les former à l'arbitrage. Donc la Oui. médiation, c'est une autre formation. Je crois que la réponse est complète, mais je reviens vers vous, Madame Nagia, pour savoir si vous aviez Oui. d'autres éléments à partager ou d'autres questions à nous soumettre ce matin. La deuxième partie, s'il vous plaît, M. Jloli, donc j'ai bien compris, ça nécessite minimum une licence, Oui. plus une formation de minimum 30 heures jusqu'à 100 heures, plus une expérience de mission minimale d'arbitrage. Ça serait mieux si on a une sentence arbitrale exécutée, donc ça veut dire qu'elle a été exécutée, très bien. Mais la deuxième partie, formation professionnelle, ça se passe où? Dans un centre d'arbitrage? Bon, écoutez, pour ne parler que des cas que je connais, donc nous avons une convention avec une chambre d'arbitrage française. Et donc, nous proposons à des professionnels, soit du droit ou autres, même des enseignants universitaires, même des consultants juridiques, même des financiers, même des fiscalistes, pour se former, s'ils le souhaitent, à l'arbitrage. Nous avons des tailles très réduites. On ne prend pas plus de 15 personnes par promotion. Et ça, c'est les standards internationaux, parce qu'on travaille sur les études de cas, sur les simulations, sur les mises en situation. Et donc, c'est un métier qui s'apprend step by step. Et donc, c'est comme ça. Donc, c'est un canevas quand même qui répond à des critères de formation, à des standards. Et cette formation est soldée par un certificat quand même en forme des arbitres certifiés. Voilà, c'était ça la dernière question. Donc, soldé par un certificat. Donc, j'ai répondu avant que vous posiez cette question. Oui. Bon, Oui, donc, c'est un certificat reconnu même à l'échelle internationale et ça vous permet d'exercer la profession d'arbitre même à l'international. Oh, ça me rappelle une autre question, M. Jloli, s'il vous plaît. Très bien, donc on a eu ce certificat et vous avez dit justement, ça permet par la suite de pratiquer l'arbitrage. Mais comment ça peut se déclencher justement? On n'est pas encore, parce que pour être sur la liste des arbitres judiciaires, il faut un minimum de missions, une expérience. Oui. Voilà. Et une fois qu'on a suivi cette formation en arbitrage, comment justement avoir ces missions et devenir, avoir la possibilité de s'inscrire sur cette liste? Maintenant, c'est une consultation. Ah oui. Consultation. Alors, maintenant, vous passez à la consultation. Et, oui. puisque c'est la première femme qui nous appelle, donc je vais essayer de ne pas facturer. Ah, de ne pas alors, facturer. Bon, sachez tout simplement que le plus dur, c'est de faire sa première mission. Bon, maintenant, il faut s'afficher quand même, parce qu'on a formé pas mal d'arbitres, oui. mais ils ne mettent même pas arbitre dans leur carte de visite. Donc, je vois mal comment les gens vont les reconnaître, les identifier. Il faut appartenir à des centres. Il faut quand même faire un effort d'aller vers les centres. Il n'y a pas que la liste judiciaire, Voilà. Il y a également la des liste des listes centres. des centres. Il y a la liste des centres.
Et puis, bon, il faut médiatiser. Donc, je ne sais pas, vous êtes dans une organisation, affichez-vous dans votre site web, dans votre marketing digital que Ah oui, il y a des vous réseaux avez cette professionnels. compétence pour Ils et vous peuvent présenter. y Je ne aider. sais pas ce que vous faites exactement dans l'accompagnement, mais Hmm. auprès des personnes que vous accompagnez, donc affichez-vous comme étant un arbitre formé. Donc ce sera, pour le coup, disons le dernier éclairage sur l'arbitrage commercial. Il nous reste quelques points à évoquer avant de clôturer notre émission. Mais avant cela, nous allons donner la parole à un auditeur après la respiration musicale qu'on a largement décalée. Alors on va se retrouver dans quelques instants après la respiration musicale et on donnera la parole à Si Mohamed dans quelques instants. Avec Badr Saoudi. Et aucun milieu n'est épargné. On évoquait le monde de la santé, effectivement, où on envisageait également ce type de recours. Mais C'est un foyer. Voilà, c'est une niche. On va donner la parole immédiatement à Si Mohamed qui nous a contactés et nous reprendrons la suite de notre émission. Pour sa dernière séquence consacrée ce matin à l'arbitrage. Bonjour à vous, Si Mohamed. Oui, bonjour Sibadra, bonjour Oustad Jellouli. Donc moi, trois questions très succinctes. Oui, tout un programme pour la fin de l'émission, Si Mohamed. Oui. Je vais être bref, comme ça, donc aller à l'essentiel. Donc la première question, elle concerne quelles sont les affaires qui sont exclues donc de l'arbitrage. Bon, je fais allusion peut-être à la fiscalité, je fais allusion également aux affaires qui revêtent un caractère pénal. Donc je laisse le soin, si je le dis, de nous éclairer là-dessus. Et puis deuxième question, il concerne, je dirais, en matière d'arbitrage international, est-ce qu'il y a possibilité de recourir au tribunal digital, online plutôt, donc un Français avec un Marocain, est-ce que les arbitres, ils peuvent pratiquement, je dirais, rendre la sentence d'une manière online, ça veut dire sous forme de webinaire, sous forme de visio. Ah. Est-ce que c'est permis? Est-ce que ça existe? Est-ce que sur le plan international, est-ce que même le Maroc reconnaît ça? D'une part. D'autre part, la troisième question, et là, j'aimerais bien avoir votre avis, surtout un verdict qui vient de tomber le 15 mai 2025, après pratiquement pour un problème avec un grand groupe marocain, avec une société française qui a pratiquement gagné un arbitrage au niveau de la CCI et au niveau de Casablanca, à la Cour de cassation Casablanca, il a rejeté, je dirais, la sentence selon le principe pas de consentement, pas d'arbitrage. Ça veut dire qu'on ne peut pas étendre une sentence arbitrale d'une filiale à la maison mère. Je ne sais pas si, je ne voulais pas citer le nom du groupe, c'est notoirement connu, le verdict vient de soi, il est public d'ailleurs, et là, cette nouvelle notion que, je dirais, le juge marocain qui l'a introduit, pas de consentement, pas d'extension d'arbitrage. Il aimerait bien pratiquement nous éclairer également sur ça. Et merci infiniment. C'est nous qui vous remercions, Si Mohamed. Merci, Mohamed. C'est le programme d'une émission. Oui. Donc, je vais essayer de répondre rapidement à ces trois questions pertinentes. Alors, premièrement, quels sont les sujets qui ne pourraient pas être soumis à l'arbitrage? Ce qu'on appelle l'arbitrabilité des sujets. Alors, il en a cité... pas le fisc, pas le pénal. Il en a cité quelques-uns, pas de pénal. Et puis, donc, la pension alimentaire en cas de pas divorce. tout ce qui relève du code de la famille. Le code de la famille, le code successoral, le code des personnes, la nationalité par exemple. Oui. Donc ce sont des champs qui ne relèvent pas de l'arbitrage. Et puis toutes les actions. Vous savez que l'État aujourd'hui, les communautés, les collectivités locales, les ministères, lancent des marchés. Donc l'expropriation par exemple ne peut pas relever de l'arbitrage parce que c'est un acte unilatéral de l'État, de la puissance publique pour exproprier pour cause d'utilité publique. Et donc il y a le tribunal administratif qui est compétent pour indemniser les victimes, entre guillemets, enfin les personnes concernées. Alors maintenant, il y a un certain nombre, la fiscalité d'une façon générale, la TVA, l'IS, l'IR et tout, le code de la douane l'interdit, le code de la douane préconise la conciliation et non pas l'arbitrage. Il ne préconise même pas la médiation. Et donc, il y a un certain nombre de sujets qui sont hors champ de l'arbitrage.
Maintenant, je passe rapidement à la deuxième question. L'arbitrage électronique. Oui, est-ce que si on convient Est-ce que qu'on peut tenir ces moments d'échange entre guillemets par voie électronique ou par vidéo, par webinaire ou autre, est-ce que c'est quelque chose qui peut être convenu dès le départ entre des sociétés qui peuvent être entre guillemets à cheval entre plusieurs pays? Bon, sachez, c'est Mohamed, que l'arbitrage à distance, l'arbitrage électronique, on l'appelle comme on le veut, mais il y a une loi quand même qui protège les données juridiques. Donc, le législateur marocain, quand même, il est à la page. Les données personnelles, les données juridiques, les données électroniques sont protégées par beaucoup de lois, la loi sur la consommation, la loi sur la protection, etc. Et donc, c'est possible. Hein. Donc, nous avons quelques essais d'arbitrer à distance. Un arbitre au Maroc, un autre arbitre à Washington et l'autre arbitre se trouve à Dubaï. Oui. Donc, une fois la formation du tribunal arbitral est faite valablement, donc il y a l'instruction de la cause qui peut se faire à distance. Alors maintenant, il faut vérifier au niveau des signatures électroniques. Alors maintenant, nous sommes un peu en retard par rapport à d'autres pays qui sont très très avancés pour la transmission. Quoique légalement, c'est quelque chose qui entre guillemets, est désormais possible, Moussa Joly. Oui, c'est très possible. On a toute la latitude de le faire à distance. Maintenant, reste le problème de la confidentialité avec tous les problèmes que vous connaissez, les attaques cybernétiques. Oui, donc, mais ça, c'est à l'appréciation des personnes si elles ont décidé si elles ont convenu, entre guillemets, de recourir à ce distanciel. Elles en assument en quelque sorte les conséquences, y compris sur ce volet-là, Moussa Joly. Mais ce que je comprends, ce que j'entends, c'est que c'est tout à fait c'est légal, possible. C'est possible, c'est légal, il y a beaucoup de protection, beaucoup de garde-fous. Oui, peut-être surtout des économies en matière de déplacement. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on rend les sentences, mais les sentences, on les rend non pas sous... oui. Il y a beaucoup d'optimisation, il y a beaucoup d'économies d'argent pour les déplacements, les hôtels, etc. Donc l'avocat coûte cher, l'arbitre coûte cher. Mais c'est toujours l'avocat qui... Mais oui, par parce principe. que, bon, il y a un coût. Oui. Non, mais j'entends bien. Un coût généré, occasionné par l'arbitrage présentiel. Donc, si les parties souhaitent le présentiel, ils n'ont qu'à payer les frais. Oui, parce que en vérité, ces sentences elles sont rendues souvent dans le cadre, effectivement, dans des cadres précis. Souvent, c'est dans des hôtels, c'est joli, qu'on organise les. Oui, souvent. Bon, ou dans les centres qu'on n'a pas nécessairement cités. Quand il s'agit d'un arbitrage institutionnel, c'est au sein de l'institut qu'ils sont équipés par des vidéoconférences, par des systèmes électroniques de transmission d'images, etc., fiables, etc., vérifiés. Maintenant, si c'est ad hoc, c'est souvent dans les hôtels. Le tribunal arbitral, voilà, il réserve. Il y a un cadre qui détend généralement les mœurs, qui est propice à trouver effectivement, à même accepter des sentences qui peuvent ne pas toujours aller dans son propre sens. Mais Moussa Joly, il y avait une dernière question. Une dernière question relative à l'extension de l'arbitrage vers des personnes non signataires du contrat. Oui. Donc c'est le cas, peut-être que maintenant c'est public, on peut le dire, c'est le cas de la société Inna Holding, qui avait un conflit avec une société française. Et donc c'est un consensus qui a duré quand même plus de 15 ans au Maroc. Aujourd'hui, la justice marocaine a pris position, hors de question d'impliquer des personnes morales non signataires du contrat. Donc aujourd'hui, c'est une assement contre la société française. Et donc, c'est un contrat qui lie uniquement les parties qui ont signé le contrat et pas d'autres personnes par défaut. Donc c'est une orientation que le Maroc... Puisque le cas a été évoqué, en l'occurrence, par l'auditeur. Bon, 11h56, on aura un dernier mot parce qu'on disait que celles des entreprises qui étaient intéressées à l'idée d'envisager sérieusement cette modalité de résolution des conflits, c'était parfois aussi, parce qu'il y avait le caractère de l'urgence, le temps, parfois c'est de la confidentialité. Mais pour bien ficeler effectivement les procédures, comment s'y prendre, Moussa Joly, et comment éviter de tomber dans
des clauses Malades. Oui, les clauses malades ou pathologiques. Oui. Pour éviter, donc, il faut s'adresser à de bons rédacteurs de conventions d'arbitrage. Et moi, je préconise très sincèrement les avocats d'affaires, les juristes d'affaires et les notaires, surtout parce qu'ils sont spécialisés en matière de rédaction d'actes et d'authentification de la volonté des parties. C'est parfait. Je souhaitais que nous puissions conclure sur un conseil. C'est souvent Et nous avons tout un module dans la formation, dans les techniques de rédaction. On ne rédige pas une clause comme on rédige un compromis, parce que les conditions de validité sont différentes aux conditions de nullité. Et donc, il faut quand même apprendre à rédiger de très bonnes conventions selon des règles et des standards internationaux. Eh bien, c'est entendu, Moussa Jloli. C'est un parfait mot de conclusion et nous reviendrons parce qu'il y a beaucoup d'autres aspects sur lesquels l'arbitrage effectivement peut intervenir et nous évoquions notamment le monde du travail où de plus en plus d'entreprises y recourent. Oui. Au Maroc, aujourd'hui, il y a beaucoup de projets d'investissement qui sont initiés par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et que nous avons une course contre le temps. Oui, il y a des échéances. Il n'y a que l'arbitrage qui peut sauver des projets qui sont à l'arrêt depuis 10 ans maintenant. C'est certain que si on décide en amont qu'on a 6 mois pour trancher une question, c'est de nature à effectivement accélérer ou en tout cas à tenir ses engagements. 11h58, nous avons un engagement en matière de temps également vis-à-vis de nos collègues Moussa Jloli. On va leur céder la parole et on va se retrouver demain pour d'autres thématiques des experts. Je vous souhaite une excellente écoute sur notre antenne sur Atlantique. À la prochaine. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.